Claudia. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce point presse où je voudrais vous expliquer les démarches du ministère de l'Intérieur dans le contexte de la crise sanitaire. Et donc, je voudrais mettre l'accent sur les aspects de la continuité des services communaux et du CG10. Et je voudrais également parler donc de la sécurité civile. C'est pour cela que je suis accompagnée du directeur général du CG10, Paul Schröder. Alors, la propagation du Covid-19 nous préoccupe déjà depuis un certain moment. Et dans le cadre de la direction de sécurité civile et en coopération avec le CG10, nous sommes tout le temps en contact étroit pour nous préparer au mieux à la propagation de ce virus. Il est extrêmement important d'être préparé à tous les risques de l'évolution de cette crise sanitaire. Et c'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre pour assurer la continuité des services de secours ici au Grand-Duché de Luxembourg. Cela signifie donc que nous surveillons la situation sur le terrain. Nous savons que les services du CG10 font également partie des vulnérables. Alors, il y a les personnes, les hommes, les femmes qui travaillent pour les différents services qui sont donc en contact avec les personnes contaminées et il faut faire en sorte que ces gens-là soient protégés également, mais faire en sorte que les différents services puissent être organisés au mieux. Donc, on a différentes fonctions de support comme le 112 et d'autres services donc, qui ont été réorganisés pour avoir le moins d'absence possible. Alors, nous voulons assurer un travail à 100% pour vous. Nous voulons assurer et maintenir la sécurité civile. En mon nom et au nom du gouvernement, je voudrais remercier tous les collaborateurs du CG10. Un tout grand merci pour votre travail et votre engagement sur le terrain. Alors, je suis très fière de ce grand signe de solidarité qui est donc cette disponibilité immense. Cette disponibilité de beaucoup de volontaires. Tout particulièrement en cette période difficile, on a besoin d'eux et le volontariat est vraiment un pilier essentiel de notre travail. Pour toutes les urgences, que ce soit les accidents de route ou même pendant les temps où il faut rester à domicile, il y a peut-être plus d'accidents de domicile qui se produisent à domicile, tout comme d'autres situations qui peuvent mettre en danger la vie humaine. Il est important que le CG10 puisse avoir une réponse adéquate. Donc, nous allons garantir que les situations de détresse, que les personnes qui se trouvent en situation de détresse puissent être aidées pour que les services de secours puissent se rendre sur place et puissent agir. Maintenant qu'il faut rester à la maison, qu'on est isolé, eh bien, c'est un point que je voudrais absolument adresser. Nous observons ce qui se passe à l'étranger, nous sommes en contact avec les différents experts. Eh bien, pendant ces temps-là, il existe le risque que les cas de violence domestique augmentent. Donc, il y a la violence qui peut être impactée par cela. Donc, je voudrais souligner que tous les différents services continuent à fonctionner. Si vous avez besoin d'aide, la garantie existe que les différents services sociaux, les différentes consultations continuent à travailler. On répondra à vos questions, peut-être plus sous la forme habituelle, mais d'une autre forme. Mais vous avez toujours le téléphone, vous avez la possibilité de contacter ces gens par mail également. Donc ceux qui ont besoin d'aide doivent être aidés et c'est vraiment un message clair et net. Personne n'est seul. Il y a des personnes pour vous aider, il y a des personnes pour vous encadrer et pour vous aider dans des situations d'urgence ou de détresse. Alors, nous avons donc le numéro 45 45 45 où s'il y a des personnes qui ont besoin d'aide, alors je réfère au site violence.lu. Là, vous allez trouver une liste de
de tous les gestionnaires sociaux. Vous pouvez vous informer sur ce site comment les consultations ont lieu en ce moment. Alors, ce qui est très important à rappeler, c'est que les personnes qui ont l'impression d'être seules, eh bien, il faut leur dire qu'elles ont la possibilité de contacter d'autres personnes. Alors, revenons peut-être au CG10. Eh bien, l'autre protection de tout notre personnel est primordiale. Donc, nous avons cette nécessité absolue, c'est la nécessité pour les responsables du CG10 notamment, de faire tout le possible pour que les sapeurs-pompiers qui viennent aider ne se mettent pas en danger. Avec notre ministre de la Santé, Paulette Lehnert, j'ai encore eu l'occasion, il y a quelques semaines, de regarder sur le terrain ce qui se passe, à quel point les équipes sont préparées au travail avec les patients contaminés. Donc, on va assurer ce service, on va se réorganiser pour pouvoir vous garantir cela. L'optimisation des services de secours, des services d'urgence constitue une priorité absolue pour moi. Je travaille avec le CG10, avec tous les autres acteurs de la sécurité civile. Alors, le gouvernement avait déjà lancé l'année dernière un 4e SAMU. Donc, c'était vraiment le départ du processus de renforcement de notre infrastructure. Et maintenant, je suis très fière de pouvoir vous annoncer aujourd'hui que le 5e SAMU, qui était déjà en préparation, a été réorganisé. Donc, il sera déjà opérationnel à partir du 1er avril, à partir du FINDEL. On le fait en coopération avec le LAR. Donc, il y a une équipe d'un médecin anesthésiste et d'un infirmier qui sera donc disponible pour être appelé pour les détresses vitales. D'autres détails, tout comme la situation du CG10, sera donc expliqué par monsieur le directeur général. Il nous donnera plus de détails donc sur l'organisation des différents services. Alors, je voudrais brièvement aborder le point des communes également, car les communes également se trouvent face à de grands défis. On est en étroite collaboration avec le Civicol. On essaye de mettre au clair toutes les questions, toutes les insécurités. Alors, ces services sont là pour vous donner des réponses, pour vous donner des explications. Donc, nous maintenons ce contact étroit. Alors, font partie des missions principales des services communaux différentes choses. Ce sont des missions qui sont importantes pour les citoyens, pour les habitants des différentes communes. Donc, tout d'abord, les bourgmestres doivent assurer la sécurité et la salubrité des espaces publics, donc doivent s'assurer de la propreté des lieux, mais également d'autres missions, d'autres services essentiels, notamment la gestion des ordures, l'alimentation en eau, la canalisation, l'état civil, le bureau de la population ou encore la mise en œuvre des règlements communaux de police. Alors, pour pouvoir continuer à assurer ces différents services et ces différentes missions et pour pouvoir protéger le personnel communal, les communes ont été demandées de se donner un plan de continuité d'activité communale. Alors, avec les collaborateurs du ministère de l'Intérieur et en contact avec le Civicol, on a élaboré des lignes directrices pour ce plan de continuité, pour donner un appui aux communes et ce en collaboration avec la ville de Luxembourg. Un tout grand merci à toutes ces personnes qui ont été extrêmement disponibles et flexibles pour nous aider. Alors maintenant, sur base de ce guide, il s'agit d'identifier une manière d'organiser ces services et tout cela, bien évidemment, en protégeant son propre personnel. Pour les habitants, il faut peut-être regarder quels services on peut ralentir ou évidemment suspendre pour un certain moment. Alors, je voudrais parler de l'état civil et du bureau de la population. Là, par exemple, il est absolument important qu'il continue à fonctionner pour respecter les délais légaux en termes de décès, de naissance, etc.
Alors ici, par exemple, on a proposé de réorganiser le travail au sein des communes, d'assurer une sorte de permanence où la population peut donc prendre contact, que ce soit par téléphone, que ce soit par email, avec la commune pour clarifier comment les différentes démarches peuvent être prises. Alors, les différents acteurs seront bientôt disponibles pour voilà, donner des informations. On peut travailler par Internet, par les différents canaux et vous allez retrouver donc les informations sur les sites Internet de votre commune respective. Alors, outre le contact avec le Civicol, on prend contact avec les communes en passant par des circulaires. Il y a différentes questions qui reviennent régulièrement et on essaye de cette manière-là donc de donner des réponses et des explications. Si vous vous y intéressez, vous allez les retrouver sur le site du ministère de l'Intérieur, pardon. Il y a une rubrique où vous pouvez relire les différentes circulaires. Alors pour l'intérieur, je voudrais rappeler que les personnes sont là pour les communes quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont à disposition pour répondre aux questions. Donc si une question a une question concrète, si les choses ne sont pas claires, alors nous sommes là pour vous répondre. Un dernier point que je voudrais aborder concerne les autorités locales. Donc, dans le contexte de la continuité des services et des activités, il est important de coordonner les autorités locales. Donc, on doit avoir la possibilité de prendre des décisions importantes, donc des décisions au sein du collège échevinal ou du conseil communal, tout comme dans d'autres enceintes. Donc maintenant, on a prévu quelques dispositions. Ce sont des dispositions qui ont déjà été intégrées dans le texte adopté par le gouvernement dans le cadre de l'état de crise. Alors le conseil communal, le collège échevinal a la possibilité de se réunir pour des décisions importantes, mais on a également cette possibilité de faire un vote par procuration. C'est une possibilité que nous avions déjà élaborée. Nous avons la possibilité de travailler par des vidéoconférences. Bon, jusqu'à présent, la loi ne le prévoyait pas, mais donc c'était très important d'offrir cette possibilité maintenant pour les communes. Donc maintenant, les communes ont cette possibilité de recourir à d'autres modalités. De plus, on peut tout simplement changer de salle de réunion, ce qui est important si la salle du conseil communal est peut-être un peu plus petite et si maintenant il faut inviter d'autres personnes, des experts, etc., eh bien on peut changer tout simplement de salle parce que c'est une autre disposition qui a été prise pour aider les communes dans leur travail. Donc, on n'a plus besoin de cette autorisation ministérielle. Donc, on y travaille. Vous savez que de toute façon, on travaille à la réforme de la loi communale et pour aider les conseils communaux, voilà, on a donc prévu cette disposition parce que parfois, les gens doivent se réunir pour prendre des décisions et on a cette possibilité-là maintenant. Alors, je ne veux pas entrer dans tous les détails techniques car je suppose que cela intéresse particulièrement le secteur communal. Mais ce qui est très important pour les concitoyens, c'est de leur faire passer le message que les services communaux continuent à fonctionner. Donc, tous les services dans vos communes seront garantis. Et c'est pour cela que je voudrais remercier une fois de plus donc, les bourgmestres des 102 communes du Luxembourg avec leurs collaborateurs des différents services. Un tout grand merci. Vous faites en sorte que cette continuité de tous les services communaux est assurée au service des citoyens et des habitants de vos communes. Je suis tout à fait impressionnée également par les différentes initiatives locales.
les aides qu'on voit partout dans le pays, justement pour soutenir la population vulnérable, les concitoyens vulnérables qui, par exemple, ne peuvent pas se rendre au supermarché pour faire leurs courses. C'est vraiment quelque chose de formidable et c'est tout à fait ce qu'il nous faut dans cette période difficile, nous aider mutuellement pour se sortir de cette crise au mieux. Alors c'est vraiment de la solidarité vécue, c'est vraiment un mot clé qui me permet de passer la parole au directeur général du CG10. Et donc c'est lui qui parlera de la réorganisation du CG10, comment vous opérez, comment vous avez réorganisé vos services, comment vous allez garantir la continuité des services de secours. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, le CG10 est un service qui doit continuer à fonctionner dans toutes les situations pour donner de l'aide à l'extérieur lorsque cette aide est nécessaire. Donc, tous les services seront maintenus. Bon, évidemment, on le réduit à des activités. En plus, étant donné que les gens doivent rester à la maison, il y a probablement moins d'accidents de route, mais il y aura encore des urgences. On peut avoir des accidents à domicile, par exemple, et donc nous allons continuer à couvrir ce domaine-là. Donc, il est vraiment important d'être bien organisé pour pouvoir répondre et réaliser ces missions. Donc nous devons être prêtes à reprendre d'autres missions également qu'on s'est vu attribuer dans le cadre de la crise du corona. Donc nous nous sommes réorganisés pour pouvoir fonctionner dans ce sens-là. Pour l'instant, et au cours de ces dernières semaines, tout ce travail de réorganisation a eu lieu dans les coulisses. Je vais donner quelques explications, mais je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les professionnels et les volontaires pour leur engagement au cours de ces dernières semaines. On a vraiment essayé de tout faire en sorte que les services soient prêts pour pouvoir réagir au mieux. Et c'est en quelque sorte un effet secondaire de la réduction des activités dans le pays. Donc la conséquence, c'est que nous avons la possibilité de pouvoir recourir aux volontaires de manière à ce que nous ayons vraiment nos effectifs à 100%. Alors, à un moment donné, il y a quelques semaines, nous nous sommes rendus compte qu'il y a quelque chose qui arrive en Europe. Nous devons nous y préparer. Et les premières choses auxquelles nous avons été confrontés, c'était bien que nous avons donc adapté notre appel d'urgence, le 112. Donc les personnes qui sont revenues, c'était au moment où la Chine était le hotspot de la crise. Donc fin février déjà, on a soutenu déjà les rapatriements des personnes qui étaient à l'étranger, qui voulaient revenir des régions de crise. Et nous avons donc soutenu par exemple un couple que nous avons été chercher à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Ensuite, nous avons établi la hotline. Je vais y revenir par la suite. Et au mois de mars, nous avons donc lancé notre centre de gestion des opérations. Nous l'avons ouvert en mode de crise et nous assurons donc la permanence. Nous assurons le suivi de la situation quotidienne. Donc tous les jours à 8 heures, il y a une réunion qui se fait au centre de gestion des opérations pour voir quelles sont les actions qui doivent être réalisées ce jour-là. Et puis à 16 heures de l'après-midi, on fait le point de la situation. Notre direction se réunit également une fois par jour par vidéoconférence. Ensuite, nous avons les différentes cellules de crise, la cellule de crise gouvernementale et la cellule de crise du ministère de la Santé. Là également, nous envoyons des représentants, nous collaborons, nous contribuons au travail pour organiser les soins hospitaliers, pour assurer une bonne coopération. En ce qui concerne la cellule logistique, nous avons également donné un coup de main. Donc, on a déjà activé le plan
continuité des actions. Voilà, on n'a pas arrêté toutes les fonctions. Donc, il y a quelques points qui ont été arrêtés. Les formations, par exemple. Là, pour l'instant, les activités de l'Institut de formation sont suspendues. Donc, plus de cours. Mais maintenant, on réalise un monitoring des absences de notre personnel. Donc, à la fois pour les professionnels et pour les volontaires, pour voir si on a beaucoup d'absences parmi nos effectifs. Car bon, dans le cas du coronavirus, cela peut nous arriver également, que les gens tombent malades et on doit quand même rester opérationnel. Donc, il faut s'attendre à un certain taux d'absentéisme, même à un grand taux d'absentéisme, et il faut être préparé au mieux. Pour les services critiques, on essaye vraiment de protéger les personnes en question. Donc, le 112 est vraiment une structure critique. Il faut garantir le service 24 heures sur 24. Et pour protéger les gens du 112, on essaye vraiment de prévenir tout risque de contamination, de réduire les risques de contamination. Une autre fonction que nous devons maintenir, c'est l'aéroport, même si les vols réguliers sont suspendus. Mais vous aurez compris que les vols cargo sont d'une importance cruciale. Donc là également, nous devons assurer que ce service puisse être continué. Et aussi donc notre cellule de commandement qui doit fonctionner. Ensuite, il y a quelques centres d'intervention que nous avons identifiés qui doivent à tout prix fonctionner. Bon, en fonction de l'évolution de la situation, nous n'excluons pas, au vu des absences éventuelles, des regroupements de personnes. Donc peut-être qu'il y aura des centres qui seront réorganisés, mais en tout cas, les grands centres cruciaux resteront ouverts. Alors, je voudrais parler du SAMU, le SAMU qui restera important. Il faut absolument le continuer. Madame la ministre l'a déjà évoqué. Donc, on a avancé une mesure qui était prévue pour un peu plus tard. Nous l'avons donc avancé. Donc, l'introduction du 5e SAMU qui, grâce à l'aide de la AirSQ, sera opérationnel donc à partir du Findel. Donc il y a 2 SAMU à Esperange et au Findel qui seront disponibles. Bon, il y a eu quelques critiques jusqu'à présent, mais maintenant c'est quelque chose qui s'avère vraiment nécessaire parce que cela nous permet donc d'aider les hôpitaux parce que ces hôpitaux donc seront fortement sollicités. Donc maintenant, le personnel du SAMU sera également nécessité dans les hôpitaux. Donc on maintient le service. Alors, d'autres missions pour soutenir qui doivent être continuées pour que tout le service puisse fonctionner. Donc, je pense ici notamment au service d'information et de télécommunication. Alors, le 112 doit continuer à fonctionner. Donc, on a donc notre centre de logistique à Ellingen pour l'entretien du matériel, pour s'assurer que la logistique continue à fonctionner. Ensuite, on a pris toute une série de mesures, telles que Madame la ministre l'a déjà dit, pour protéger notre personnel à nous. Donc, en ce qui concerne l'hygiène, dans une phase très tôt, on a pris des mesures essentielles pour assurer l'hygiène, donc des mesures qui valent également pour le grand public, mais on les a vraiment diffusées très très tôt pour informer notre personnel. Mais nous avons en plus de cela des règles spécifiques pour les ambulanciers, pour les chauffeurs. On les a rappelées au fur et à mesure. Nous avons créé des vidéos que nous avons diffusées pour informer les différentes personnes, donc comment il faut réagir dans telle ou telle situation. Ensuite, ici, à la ville de Luxembourg, on a un poste de désinfection pour les ambulances. Donc, après chaque sortie, les ambulances sont désinfectées de manière adéquate. Pour protéger les personnes, on a pris une autre mesure. Donc, le personnel qui travaillait dans les ambulances, eh bien, avant, ces personnes étaient à 3. Maintenant, on a réduit le personnel dans les ambulances à 2 personnes pour pouvoir assurer le service à long terme.
En ce qui concerne notre personnel qui fait partie des personnes vulnérables, eh bien, on leur a dit qu'ils ne peuvent plus travailler dans les ambulances. Et dans les ambulances, il n'y a plus aucun accompagnement qui est permis. Donc, une exception, bien évidemment, pour les parents qui accompagnent les mineurs, leurs enfants mineurs. Pour les centres du 112, les centres logistiques, ils ne sont plus accessibles pour les personnes externes au CG10 et nous avons également pris la décision que le service First Respond sera suspendu pour la raison suivante. Eh bien, nous devons protéger nos personnes, notre personnel, parce que pour l'instant, il est très difficile de tout gérer, d'équiper notre personnel vraiment partout dans le pays, de prendre les mesures pour ne pas les mettre à risque. C'est pour cela que nous avons décidé de suspendre le service First Responder. Donc, nous savons que c'est un service qui a toujours été fortement apprécié par la population. Nous allons le relancer dès que ce sera possible, mais pour l'instant, donc, il est suspendu pour couvrir d'autres missions, d'autres devoirs dans le pays. Donc, on mise vraiment sur les centres d'intervention pour pouvoir compenser les absences. C'est pour cela que nous avons donc pris cette mesure. Ensuite, en ce qui concerne notre service de santé au travail, il est mis à disposition. C'est une maison médicale pour le personnel du CG10, pour les professionnels et les volontaires qui font le suivi de cas de personnes malades pour leur demander comment ça se passe, pour se renseigner des symptômes, pour éventuellement organiser des tests pour que nous ayons donc un suivi de la situation et de l'état de notre personnel, ce qui est très important pour nous. Dans le cadre de la crise du coronavirus, nous avons donc repris toute une série de missions supplémentaires, donc la hotline notamment, qui a déjà été évoquée. Donc pour le gouvernement, nous nous sommes occupés de cette hotline dans un premier temps dans les locaux du 112. Donc c'était des sapeurs-pompiers qui s'en sont occupés, mais étant donné que le nombre d'appels a augmenté sans cesse, on a décidé de regrouper les services. Donc on travaille maintenant avec d'autres services du gouvernement pour pouvoir élargir le travail de cette hotline. Donc il y a beaucoup de personnes, d'autres instances qui viennent nous aider, d'autres administrations qui nous donnent un coup de main. Nous assurons toujours la coordination de cette hotline. Il y a un corps psychologique qui est sur place pour conseiller les personnes qui ont des problèmes à ce niveau-là. Et il faut dire que ça fait 3 semaines que cette hotline est installée et il y a déjà plus de 24 000 appels qui sont entrés. Donc vous pouvez vous imaginer le nombre d'appels, le nombre de messages à traiter. En ce qui concerne la logistique, eh bien, nous assurons donc le stock national. Nous travaillons pour avoir des masques, des combinaisons de protection, etc. Et nous assurons donc toute cette logistique à ce niveau-là également. Ensuite, on a décidé au sein de la cellule de crise de la santé que le CG10 serait responsable du monitoring en ce qui concerne la capacité des hôpitaux, donc pour surveiller les capacités des hôpitaux. Donc on recueille les données des hôpitaux et on les envoie aux différentes cellules de crise pour que ces cellules de crise aient toujours les chiffres mis à jour sous les yeux. Alors voilà, on transfère donc les chiffres à la santé également pour que ces différentes instances disposent des informations nécessaires pour prendre les décisions en cette période de crise. Donc on dit combien de personnes est disponible, etc., comment se déroulent nos missions, etc. Alors, il est prévu également que lorsque la situation devait s'aggraver encore et que les capacités dans les hôpitaux se réduisent, donc pour l'instant, notre
notre ambulance se rend à l'hôpital qui est de garde. Donc là, il peut y avoir des variations en fonction de l'afflux dans les différents hôpitaux. Donc on pourrait avoir la possibilité donc de conduire les personnes dans un autre hôpital. Donc on reprendrait donc la coordination à ce niveau-là également pour regarder au jour le jour où il y a des disponibilités, où il y a des capacités, dans quel hôpital. Pour les transferts d'un hôpital au centre de traitement, donc il y a différentes structures d'accueil qui ont été établies, les centres de soins avancés notamment. Et donc là également, on renforcera donc les transports de patients contaminés. On est en train de tout mettre en place, donc tous ces services que nous reprendrions donc également. On va essayer de faire participer d'autres acteurs, organismes de secours alliés. Ici, je voudrais citer la Croix-Rouge ou encore d'autres services ambulanciers. Ensuite, le gouvernement avait donc proposé de l'aide à l'Alsace, donc pour prendre en charge des patients ici au Luxembourg. On est en train donc d'organiser ces transferts de la France vers le Luxembourg et là maintenant, pendant que je vous parle, on y travaille toujours. Voilà, ce sont les grandes missions que nous devons accomplir en ce moment. Je voudrais rappeler, nous sommes prêtes à assumer ce qui nous attend là. Notre plus grand risque, c'est d'avoir beaucoup d'absence au sein de nos équipes. Donc, on essaie vraiment de l'éviter dans la mesure du possible. C'est pour cela qu'on assure le suivi de notre personnel. Donc, dans notre centre, il y a un responsable des unités qui est là pour recevoir un retour du terrain. Comment est-ce qu'on arrive à mettre en place les différentes mesures sur le terrain? Est-ce que les messages ont été compris? Comment est la morale du personnel, etc. Donc, les résultats, le feedback est vraiment très encourageant. Donc, je pense que le personnel est extrêmement motivé pour aider dans cette situation de crise et nous sommes prêts. Nous attendons ce qui nous arrivera et nous espérons que voilà, la situation ne sera pas aussi grave que prévu, mais nous essayerons vraiment de tout mettre en œuvre. Nous ferons ce qu'il faudra faire pour réagir à la situation. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous avons donc fait le point sur la situation de la sécurité civile et maintenant on attend les questions des journalistes. Voilà, donc je vous lirai les questions de la presse. Alors, première question de Vox. Hier, le ministre Franz Fayot a demandé aux communes de régler leurs factures ouvertes auprès des entreprises. Est-ce que vous avez des estimations en ce qui concerne les chiffres? Oui, donc c'était un appel du ministre de l'économie, Franz Fayot. Donc on a demandé aux communes de régler ces factures pour faire un pas envers les entreprises, pour que voilà, il n'y ait pas de problème financier, pour que on puisse faire une contribution directe. Maintenant, en ce qui concerne l'impact direct, je n'ai pas encore d'informations concrètes. Mais je voudrais saisir l'occasion pour dire que le loyer sera donc suspendu pour les gens qui dépendent des communes. Donc, ce sont vraiment des initiatives des communes qui ont été prises donc, pour alléger cela. Et la contamination dans les maisons de retraite. Ja, du war ja auch schon die Familie. Alors, la ministre des Familles et le ministre Romain Schneider ont déjà pris parole là-dessus. On a pris des précautions dans toutes les structures. Je pense également au centre pour femmes vulnérables, donc les femmes qui ont rencontré de la violence domestique. Donc, on fait vraiment tout en œuvre pour protéger ces personnes-là. Pour éviter la contamination des travailleurs qui collectent les déchets. Da sind, wie schon darauf hingewiesen. Alors, donc,
On a élaboré ces plans de continuité et les communes sont tenues de les respecter. Donc, ils doivent voir comment on peut maintenir ce service. Donc, on a prévu un travail en équipe et on doit prendre les mesures nécessaires donc, pour pouvoir protéger les personnes qui y travaillent. Ce qui est important, c'est que les eaux dures soient quand même gérées. Donc, il faut continuer à maintenir ces services-là. Alors, je regroupe une question de Contacto et Luxembourg Times. Statistiques ont été enregistrées la semaine dernière et comment ces chiffres comparent à une semaine moyenne? Malheureusement, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais nous avons un contact étroit avec la police, avec le parquet et également avec les structures sociales pour avoir un aperçu général de la situation actuelle, pour être informé d'une évolution à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on a une croissance des cas de violence domestique, pour qu'on soit en mesure donc d'intervenir, on travaille de manière très intensive pour pouvoir réagir. Mais les services donc qui s'adresse aux acteurs tout comme aux victimes reste disponible. Donc il y a des cas de violence dans les ménages, donc on peut toujours appeler la police pour qu'elle intervienne dans une situation de détresse. Question d'RTL. Vous avez dit que les membres du CG10 sont en contact avec les personnes et donc la protection est importante. Est-ce que les membres du CG10 ont été testés et est-ce qu'il y a des personnes qui ont été testées positives, oui ou non, ou est-ce que ces personnes ne risquent pas d'être porteurs du virus et de passer le virus aux personnes aidées? Et on a respecté les recommandations de la santé. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on a un service sécurité et santé et sécurité au travail. Donc, on travaille avec des médecins. Notre personnel est suivi. Et on peut donc organiser, on peut faire des tests. Donc, ces médecins qui travaillent avec nous dans les cellules peuvent faire des ordonnances pour faire tester notre personnel. Donc, on a les masques pour se protéger. Donc, je pense que nous avons l'équipement nécessaire pour nous protéger, mais également pour protéger les personnes qui ont besoin de notre aide. Donc, on doit vraiment protéger les deux, à la fois notre personnel et les personnes que nous devons aider. Lorsqu'il y a des personnes qui ont été testées et dont le résultat a été positif, on va prendre les mesures qui ont été prescrites et ces personnes-là ne continueront pas à travailler. Alors, avez-vous déjà des cas de Covid-19? Oui, je peux vous donner quelques chiffres. Pour l'instant, on a 15 personnes qui se trouvent en auto-isolation, 9 personnes en auto-quarantaine, 6 personnes en isolement et une personne qui a dû être hospitalisée. Donc 31 personnes en tout qui sont concernées sur un effectif de professionnels administratifs de 770 personnes. Et puis on a encore à peu près 4200 volontaires. Donc pour l'instant, je dirais que les chiffres ne sont pas alarmants. Donc nous devons bien évidemment continuer à surveiller la situation pour éviter la propagation du virus. Prochaine question, RTL Today. Alors, comment le Luxembourg est-il équipé en termes de services de secours? Eh bien, pour le personnel que nous avons, donc 4600 personnes opérationnelles, que ce soit pour les ambulances, pour le SAMU, pour les sapeurs-pompiers, eh bien, nous arrivons à nous organiser pour cette période. Donc, nous avons assez de personnel. Bon, évidemment, la situation peut se présenter qu'on doit fonctionner en mode dégradé. Donc, on aura peut-être moins d'unités à disposition, peut-être moins d'unités SAMU, mais on peut quand même garantir un service continu.
Mais dans ce contexte-là, je voudrais vous dire que j'ai lancé un appel aux communes, que les agents qui travaillent auprès des communes et qui sont volontaires pour le CG10, que ces gens-là soient mis à disposition pour le CG10. Une autre question de RTL Today. Est-ce que vous pensez que l'armée devrait aider la police? Ben, je ne sais pas si c'est vraiment à nous de répondre à cette question. Ben alors, question suivante. Oh, aussi, RTL Today. Alors, on a des cas, évidemment, des deux frontières. Du côté des deux frontières, comment est-ce qu'il y a des mesures qui ont été mises en place pour protéger les frontières? Eh bien, cela dépend de la situation. Donc, on peut peut-être se référer avec la coopération avec la France. Donc, il y a la coopération qui a été amorcée. Donc, on va transférer les patients pour les accueillir ici. Donc, il y a des mesures qui ont été prises. Autre question de RTL pour Madame la Ministre. Pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas eu recours à l'application GovNet? Est-ce que ce ne serait pas l'instrument approprié? Bien, pourquoi communiquer encore par ce canal-là? Donc, tous les canaux sont déjà utilisés de manière régulière. Donc, là, maintenant, une fois de plus, donc, nous informons la population. Nous donnons les informations et les consignes nécessaires. Donc, cette application est prévue pour une situation d'urgence. Donc, si maintenant il y a un grand incendie et qu'il faut atteindre un grand nombre de personnes en très peu de temps, donc je pense que cet instrument est plutôt prévu pour ce genre de situation-là. Autre question ? Alors, pourquoi pour l'instant on ne prend pas des mesures pour réduire les dépenses pour les personnes en ces temps de crise? Par exemple, il y a toujours des agents municipaux qui continuent à patrouiller dans les services. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne rend pas les places de parking gratuites? Alors voilà, donc il est question des espaces pour se garer. Pourquoi est-ce qu'on ne suspend donc pas le paiement pour les places de parking? Eh bien, on a fixé des tarifs. Pour l'instant, il n'y a aucune commune qui envisage de suspendre cette mesure-là. Donc, les communes, bien évidemment, ont toujours la possibilité sur leur territoire de prendre ce genre de décision. Donc, si une commune décide de ne plus faire payer, les gens, elle a la possibilité. Radio 100,7. Est-ce qu'on a assez de matériel de protection pour les équipes contre le coronavirus? Si ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, quand est-ce que ce sera le cas? Réponse, on a toujours assez de matériel. Autre question, comment se fonctionne la coopération transfrontalière des services de secours, étant donné qu'il y a quelques postes frontières qui sont fermés et qu'il y a des contrôles qui se font aux frontières? Alors, nous avons pris des mesures pour faire en sorte que le travail transfrontalier dans le cadre des services de secours pour les pompiers, etc., puisse exister. Alors, de 3 pays voisins, on a obtenu la réponse que c'est toujours souhaité. Donc, évidemment, si maintenant un poste frontière est fermé, il faut faire un détour, cela rend la situation peut-être plus difficile. Mais par exemple, nous nous rendons régulièrement à Perle. Si maintenant la frontière est fermée, eh bien, nos pompiers qui doivent intervenir doivent faire un détour. Donc, on perd du temps.
pour les personnes qui se trouvent du côté allemand, mais de manière générale, les frontières restent ouvertes pour nous et toujours il est possible donc de faire appel aux services de secours des autres pays pour les faire venir au Luxembourg. Donc tant qu'il y a encore des personnes disponibles, on s'aide mutuellement. Donc la coopération transfrontalière est toujours de mise. C'est tout à fait clair pour nous d'aller aider les collègues de part et d'autre de la frontière. Donc RTL. Combien de respirateurs artificiels avez-vous au CG10, y compris dans les ambulances? Donc nous avons des respirateurs portables qui sont utilisés dans les ambulances. Alors nous avons aussi des appareils au centre. Le nombre exact, malheureusement, je ne le connais pas, mais nous sommes vraiment bien équipés. Donc pour toutes les équipes, nous avons assez de respirateurs. RTL également. Est-ce que le personnel du CG10 a été formé pour agir en cas de catastrophe? Oui, il y a des personnes qui ont fait des cours en médecine de catastrophe. Donc maintenant, on travaille vraiment dans notre cellule. Ces personnes-là font un travail extraordinaire. Nous avons des infirmières, des anesthésistes qui sont vraiment bien positionnés pour agir et qui ont fait les formations nécessaires pour pouvoir agir en cas de catastrophe. Donc je pense qu'on a vraiment assez de personnes qui ont ces compétences. Autre question d'RTL. Alors, le CIS Luxembourg, la route d'Arlon avait beaucoup de respirateurs et apparemment, on les aurait jetés avant même le début de la crise. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est vrai et pourquoi on l'aurait fait? Je n'en sais rien. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. Si c'était des respirateurs qui ne correspondaient plus aux normes, qui n'étaient plus conformes aux normes, alors il aurait fallu les remplacer. Donc je suppose qu'on les a remplacés pour que le centre dispose d'assez de matériel. Et maintenant, on a encore le centre de logistique à Lenchen qui est équipé, donc on peut se procurer des respirateurs. Autre question de RTL Today. Alors, il y a des rumeurs que on a fait moins de tests pendant le week-end et que c'est la raison pour laquelle il y a moins de cas qui ont été annoncés hier. Vous le savez? Non. Alors, il y a différents CIS qui sont utilisés et qui doivent continuer à fonctionner. C'est ici à la ville de Luxembourg, à Esch et Ettelbrück-Diekirch pour la région Nordstadt et puis les centres de la catégorie 3 que nous avons et oui, on a des ambulances qui sont stationnées. Donc ça, ce sont vraiment les 6 que nous devons maintenir où on doit assurer une couverture à tout moment. Donc le fonctionnement doit être garanti. Et une autre question du quotidien. Quel est l'effectif du CG10? Combien de personnes sont-elles disponibles sur le terrain? Bien, je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous avons 4100 pompiers opérationnels, donc volontaires, 550 sapeurs-pompiers professionnels et à peu près 200 agents administratifs pour soutenir tout le service, pour que tout soit coordonné, pour que tout fonctionne. Une autre question du quotidien. Est-ce que vous avez des chiffres concernant les appels au 112? Est-ce que la population a bien compris donc, ce message de ne plus appeler le 112 pour les cas de suspicion, mais de contacter la hotline? Oui, le message a été compris. Pour l'instant, donc, il y a des questions spécifiques au corona qui arrivent donc au 8002 80. Donc c'est vraiment cette hotline qui a été réservée au cas de coronavirus. Donc le message a été compris. Alors, qu'en est-il donc des interventions transfrontalières de CG10? Je pense aux autoroutes avec la France, la Belgique et l'Allemagne. Bien, je l'ai déjà dit tout à l'heure, le travail transfrontalier avec les voisins continue à fonctionner comme c'était le cas avant la crise. Et puis, une dernière question du Letzeboer Land. Les journalistes
professionnels peuvent-ils continuer à faire leur travail et couvrir leur travail? Est-ce qu'il y a des mesures de précaution qui ont été prises et est-ce que ces mesures sont, vont assez loin? Est-ce qu'elles vont assez loin? Bien, si quelqu'un veut faire une interview, on peut le faire à l'extérieur du bâtiment. Donc, pour l'instant, en ce qui concerne la distanciation, eh bien, il faut respecter cette distance des 2 mètres, mais voilà, nous pouvons toujours réaliser des entretiens, des interviews. Eh bien, je vous remercie de nous avoir écoutés. Restez à domicile, respectez les consignes, respectez les règles, et je pense que respecter les règles, c'est vraiment le plus grand signe de reconnaissance vis-à-vis des personnes qui travaillent pour nous. Merci.